temps où ma grande sœur me pinçait jusqu'au sang. Une fois, j'ai utilisé sa brosse à cheveux sans lui demander. Résultat, elle m'a tellement pincé les bras que je suis allé aux essais pour l'équipe de basket avec des marques dignes d'une attaque sauvage. Sa justification? J'avais mis mes soi-disant microbes de garçon sur ses affaires. À mes 14 ans, j'en ai eu assez. Un jour, j'ai oublié de verrouiller la porte de la salle de bain et elle a fait irruption pendant que je prenais ma douche. Elle a commencé à me pincer le dos, à m'en faire hurler. Mais cette fois, j'étais prêt. J'ai attrapé son poignet et j'ai serré. Sauf que ma petite revanche ne m'a pas apporté la satisfaction que j'attendais. En fait, je me suis senti encore plus mal. Tellement mal que je me suis mis à pleurer en me traitant de frère horrible, puis je l'ai laissé me pincer encore plus fort, comme pour me punir moi-même. Attention, j'adorais mes parents. Mais je sais qu'ils voyaient les bleus, les traces d'ongles. Je sais qu'ils m'entendaient pleurer dans ma chambre après ces attaques. Pourtant, ils n'ont jamais rien fait, parce que dans leurs yeux, elle était la fille modèle, la petite reine sociale qui préservait la réputation de la famille. Et au lycée, elle jouait à merveille le rôle de la grande sœur protectrice. Elle me tenait la main dans les couloirs. Elle me présentait comme son petit frère préféré à tous ses amis. C'était à vomir. Mais il y avait au moins un point positif, ma résistance à la douleur. J'ai canalisé toute cette souffrance dans le sport. À 16 ans, j'étais non seulement capitaine de l'équipe de basket, mais je pouvais encaisser des coups qui auraient mis à terre n'importe quel autre joueur. Elle était en terminale à ce moment-là, une classe au-dessus de moi, et je n'entendais que les drames au sein de son groupe d'amis. À ce stade, elle ne me pinçait presque plus, surtout parce que j'étais devenu plus costaud. Et tout ce que je voulais, c'était avoir une vraie relation avec elle. Donc, quand ses amis ont tous snobé sa fête de ses 18 ans pour aller à celle d'Ashley, j'ai décidé de lui venir en aide. Ashley et elle se disputaient à propos d'un garçon, Tyler. Ma sœur a passé toute la matinée à pleurer, persuadée que personne ne viendrait. Alors j'ai pris les choses en main. J'ai contacté tous ceux que je connaissais, des joueurs de basket, des élèves d'autres écoles, même des étudiants de première année à la fac. Je leur ai parlé de musique, de boissons gratuites. À 20h, j'avais réussi à faire venir environ 40 personnes. La fête était géniale. Elle m'a tiré à part au milieu de la soirée, les yeux pleins de larmes, de joie cette fois, et m'a dit que j'étais le meilleur frère du monde. On a même bu quelques shots ensemble. Elle passait la soirée à dire à tout le monde que j'avais sauvé son anniversaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression qu'on était vraiment frères et sœurs. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce qu'en réalité, Tyler était le cousin d'Ashley. Et il a débarqué complètement ivre, accompagné de sa nouvelle copine, vers 23h. Il a commencé à hurler que ma sœur était tellement désespérée qu'elle avait dû supplier son frère ringard de mendier des invités pour sa fête. Qu'elle payait des étudiants au hasard pour faire semblant de l'aimer. La soirée s'est vidée en 20 minutes. Elle ne m'a pas adressé la parole pendant 2 jours. Puis, pendant que nos parents étaient sortis pour fêter leur anniversaire de mariage, j'ai entendu frapper à ma porte. C'était elle. « On peut parler ?» a-t-elle demandé d'un ton mielleux. J'ai ouvert la porte et elle m'a immédiatement plaqué contre le mur. « Tu savais que Ty était le cousin d'Ashley. Tu l'as invité pour m'humilier. Tu as toujours été jaloux parce que je suis la préférée. » Elle tenait son fer à lisser, encore chaud. Avant même que je comprenne ce qui se passait, elle l'a balancé vers mon visage. « Tu as gâché ma vie !» J'ai esquivé par réflexe. J'ai entendu un bruit de chair brûlée suivi du hurlement le plus glaçant de ma vie. Elle venait de se brûler le cou en ratant sa cible. Des cloques rouges se formèrent déjà. Elle s'est ruée vers la salle de bain en pleurant. J'ai appelé les urgences, les mains tremblantes. Elle a eu besoin d'une greffe de peau. La brûlure était au 3e degré. Quand mes parents sont arrivés à l'hôpital, ils ont voulu savoir ce qui s'était passé. J'ai simplement dit « Regardez son téléphone ». Des années de messages envoyés à ses amis où elle se vantait de me faire pleurer. Elle m'appelait son cobaye, son entraînement pour les vrais problèmes. Il y avait même des photos de mes bleus envoyées dans des groupes avec des emojis morts de rire. Le visage de mon père est devenu livide. Ma mère s'est effondrée en larmes. Ils nous ont immédiatement séparés à l'hôpital. Une infirmière m'a emmené dans une autre pièce pendant qu'on s'occupait de sa blessure. Je suis resté là 3 heures, à répéter les mêmes réponses encore et encore. Les policiers sont arrivés vers 2h du matin. 2 agents, visiblement épuisés. Ils m'ont demandé de leur raconter toute l'histoire. J'ai sorti les messages de mon téléphone. Des années de textos envoyés par ma sœur à ses amis. Des captures d'écran que je gardais depuis mes 12 ans, au cas où un jour on me demanderait pourquoi j'avais toujours des bleus. La policière s'est crispée en lisant. Plus elle faisait défiler, plus son visage se durcissait. Mes parents sont arrivés au commissariat vers 4h. Le mascara de ma mère avait coulé. Mon père se passait les mains dans les cheveux, les faisant partir dans tous les sens. Il n'osait pas me regarder. La détective en charge s'appelait Catherine. Elle avait un regard doux mais posait des questions difficiles. Elle voulait tout savoir. Chaque pincement, chaque bleu, chaque fois où mes parents avaient été témoins sans rien faire. Je lui ai parlé des essais de basket, de l'incident dans la douche, de ces fois où ma sœur souriait lors des réunions scolaires tout en m'enfonçant les ongles sous la table. Catherine notait tout dans un petit carnet. Les services de protection de l'enfance ont été alertés. Le lendemain matin, un travailleur social nommé Nicolas est venu nous interroger à la maison. Il était plus jeune que ce que j'imaginais, à peine la trentaine, avec une voix douce qui me donnait envie de tout lui raconter. Ma sœur est rentrée 2 jours plus tard, le cou enveloppé de bandages blancs. Elle ne pouvait même pas tourner la tête sans grimacer. Les médecins ont dit qu'elle aurait besoin de plusieurs opérations. Les cicatrices seraient permanentes.
Elle s'est installée dans la chambre d'amis. Maman a pris un congé pour s'occuper d'elle, pour changer les pansements. Je les entendais parler doucement à travers les murs. Parfois, ma sœur pleurait. Pas les larmes de crocodile qu'elle utilisait pour manipuler, mais des sanglots bruts, douloureux. Nicolas passait 2 fois par semaine. Il parlait avec chacun de nous séparément, puis avec toute la famille. Mes parents ont été contraints de suivre des séances de thérapie. Le tribunal l'avait ordonné. Ils y allaient tous les mardis et jeudis, revenant avec les yeux rougis, les lèvres serrées. Le lycée était devenu étrange. Les rumeurs allaient être bon train, bien que personne ne sache vraiment ce qui s'était passé. Certains pensaient que j'avais agressé ma sœur. D'autres avaient entendu dire qu'elle s'était blessée toute seule. Un jour, Ashley est venue me voir dans le couloir, l'air mal à l'aise. « Tyler regrette ce qu'il a dit à la fête », a-t-elle murmuré. Il était ivre. Il ne voulait pas que tout ça arrive. Je me suis contenté d'hocher la tête. Que pouvais-je dire d'autre? Que la tirade alcoolisée de Tyler avait déclenché la pire nuit de ma vie? Que ma sœur porterait des cicatrices à vie à cause d'une stupide fête d'anniversaire? Les entraînements de basket sont devenus mon échappatoire. Le coach m'a pris à part après le premier entraînement, m'a demandé si j'avais besoin d'une pause. Je lui ai répondu que j'avais besoin de jouer plus que jamais. Il a compris. Il m'a laissé rester après les entraînements pour tirer des lancers francs jusqu'à ce que le concierge nous mette dehors. Ma sœur a commencé la kinésithérapie 3 semaines après l'incident. La brûlure avait endommagé certains nerfs. Elle avait du mal à bouger le cou dans certaines directions. Je l'accompagnais à ses rendez-vous parce que nos parents travaillaient. On faisait le trajet de 20 minutes en silence. Un jour, elle a pris la parole. « Je sais que tu me détestes. » J'ai serré plus fort le volant. « Je ne te déteste pas. Tu devrais. » Sa voix était vide, sans émotion. « J'ai été horrible avec toi. Je ne savais pas quoi répondre. Une part de moi voulait approuver, énumérer toutes les choses qu'elle m'avait fait subir. Mais la voir lutter pour tourner la tête, la regarder grimacer pendant les exercices, ça a suffi pour étouffer cette impulsion. 6 semaines après, Catherine a convoqué une réunion familiale. Elle est venue avec une autre assistante sociale, une femme plus âgée nommée Cathy, spécialiste des traumatismes familiaux. Elles nous ont tous réunis dans le salon. « Il faut qu'on parle de l'avenir », a dit Catherine. L'enquête criminelle suit son cours, mais il est temps de se concentrer sur la reconstruction familiale. Le tribunal avait ordonné à ma sœur de suivre des cours de gestion de la colère, comme nos parents devaient suivre une thérapie. Elle y allait chaque lundi soir. Je voyais parfois son cahier d'exercice traîner sur le plan de travail de la cuisine. Des pages entières sur l'identification des déclencheurs et la gestion des émotions. L'enquête a révélé plus qu'on ne l'aurait cru. Catherine avait interrogé les amis de ma sœur. Plusieurs ont admis qu'elles étaient de mal à l'aise avec la manière dont elle me traitait. Une fille, Kat, avait même conservé des captures de messages particulièrement cruels. Elle avait prévu de les montrer à quelqu'un, mais n'était jamais passée à l'acte. Mes parents ont dû affronter des vérités très dures. Les assistantes sociales n'ont rien édulcoré. Ils avaient échoué à me protéger. Ils avaient permis que le comportement de ma sœur perdure. Mon père a craqué pendant une séance, admettant qu'il avait toujours eu un doute, mais qu'il ne voulait pas croire que sa propre fille puisse être maltraitante. 3 mois sont passés. Les pansements de ma sœur ont été retirés, révélant des cicatrices rouges et marquées tout le long de son cou. Elle s'est mise à porter des cols roulés, des écharpes, même quand il faisait chaud. Ses amis se faisaient de plus en plus rares. La fille populaire qui régnait sur le lycée n'était plus qu'un sujet de murmures dans les couloirs. On dînait tous ensemble chaque soir désormais. C'était une obligation imposée par la justice, du temps en famille. Nicolas ou Cathy venaient parfois dîner avec nous, observant nos interactions. Les conversations étaient forcées, prudentes. On parlait de sujets neutres. La météo, le sport, les émissions télé. Un soir, pendant le dîner, ma sœur a fait tomber sa fourchette. Le bruit a fait sursauter tout le monde. Elle s'est penchée pour la ramasser, mais s'est figée à mi-parcours, la main sur le cou. La peau cicatricielle ne s'étirait pas comme la peau normale. Je me suis levé pour l'aider, mais elle m'a arrêté d'un geste. « C'est bon, je gère ». Sa voix était tendue. Elle a réussi à récupérer la fourchette, mais en se redressant, des larmes coulaient sur ses joues. Maman a tendu la main vers elle, mais ma sœur s'est éloignée. « Non, ne fais pas ça. Juste, non ». Elle a quitté la table sans toucher à son assiette. On a entendu la porte de sa chambre claquer. Nicolas a noté quelque chose dans son classeur. Il avait toujours ce fichu classeur pendant les repas. Il parlait rarement, il observait et écrivait. Le lendemain matin, je l'ai trouvée dans la cuisine à 5 heures. Elle essayait de faire du café, mais n'arrivait pas à pencher suffisamment la tête pour voir si elle avait bien rempli la cafetière. De l'eau partout. « Laisse-moi t'aider », ai-je proposé. Elle s'est écartée sans discuter. C'est là que j'ai vu les bleus sur ses bras. Des nouveaux. Des marques violacées et jaunâtres qui ressemblaient à des empreintes. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé au bras? Elle a baissé les manches. Rien. Ma peau marque plus facilement maintenant, à cause des médicaments. Mais je connaissais ces marques. J'en avais porté assez pour savoir ce qu'elles signifiaient. Quelqu'un l'avait attrapée violemment. Ce jour-là au lycée, j'ai vu son ancienne meilleure amie, Mia, l'encercler près des casiers. Mia gesticulait de manière agressive, lui criait dessus. Ma sœur ne répondait rien. La fille qui, autrefois, faisait trembler les couloirs ne savait même plus se défendre. Je me suis approché. « Tout va bien ici ?» Mia s'est tournée vers moi. « Oh tiens, voilà la victime qui vient défendre sa sœur cinglée. Trop mignon. »« On s'en va !» ai-je répondu en prenant ma sœur par le bras. Dans la voiture, après les cours, elle a craqué. Ils me détestent tous.
Chaque personne au lycée me voit comme un monstre. Mia m'a attrapé hier. Elle m'a dit que je méritais bien pire que des cicatrices, qu'elle aurait préféré que le fer à lycée te touche toi. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi comprenait leur colère. Ma sœur avait fait du mal à beaucoup de gens, pas seulement à moi, mais la voir comme ça, brisée, terrifiée, ça me serrait la poitrine. Catherine a programmé une séance d'urgence cette semaine-là. L'école lui avait signalé des cas de harcèlement de plus en plus violents. Ma sœur était recroquevillée sur sa chaise, plus petite que jamais. « Il faut envisager une autre option scolaire », a dit Catherine. « Le climat actuel ne permet pas une guérison saine. » Mes parents ont échangé un regard. C'est maman qui a parlé la première. « On n'a pas les moyens pour une école privée. Il existe des programmes en ligne », a proposé Catherine. « Ou alors un transfert au lycée Westfield, de l'autre côté de la ville. » Ma sœur a secoué la tête. « Il ne me reste que 3 mois. Je peux tenir. » Mais elle ne pouvait pas. La semaine suivante, quelqu'un a tagué le mot « bourreau » sur son casier. Le concierge a tenté de nettoyer, mais l'ombre des lettres restait visible. Elle a commencé à déjeuner à l'infirmerie. J'ai essayé de l'aider comme je pouvais. Je l'accompagnais en cours quand nos emplois du temps coïncidaient. Je m'asseyais avec elle à midi quand l'infirmière n'était pas disponible. Mes coéquipiers ne comprenaient pas. « Pourquoi tu la protèges ?» a demandé Jake à l'entraînement. « Après tout ce qu'elle t'a fait, j'ai raté mon lancer franc. C'est quand même ma sœur. Elle récolte ce qu'elle a semé, a lâché un autre joueur. Le coach a tout entendu et nous a fait courir des suicides à toute l'équipe. On ne s'acharne pas sur ceux qui sont déjà à terre, a-t-il dit. Ce n'est pas l'esprit de cette équipe. Mais le mal était fait. Nos parents se disputaient de plus en plus. Je les entendais se crier dessus la nuit. Maman reprochait à papa d'avoir ignoré les signaux d'alerte. Papa reprochait à maman de l'avoir trop couvé. Et tous les deux se sentaient coupables. Un soir, j'ai entendu un fracas dans leur chambre. Le lendemain matin, papa dormait sur le canapé. Il n'a plus quitté le salon depuis. Nicolas a augmenté la fréquence de ses visites à 3 fois par semaine. Le tribunal surveillait notre famille de près. Il était question de prolonger la période de contrôle. Mes parents devaient envoyer des rapports hebdomadaires sur nos progrès. La rééducation de ma sœur n'avançait pas non plus. Le kiné disait qu'elle développait des mouvements compensatoires qui risquaient d'aggraver son état à long terme. Elle devait faire des exercices à la maison, mais elle avait abandonné. Alors j'ai commencé à aller dans sa chambre après le dîner pour la pousser à les faire. Elle résistait au début, puis finissait par céder. On s'asseyait sur le tapis, moi comptant les répétitions pendant qu'elle luttait contre la douleur. « Tu te souviens quand on jouait aux jeux de société ?» m'a-t-elle demandé un soir pendant les étirements, avant que je devienne méchante. Je m'en souvenais. On était très proches quand on était petit, avant que le collège ne vienne tout changer, avant qu'elle ne décide que j'étais une honte pour elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. « Quand est-ce que tu as commencé à me détester ?» Elle est restée silencieuse un long moment. « Je ne t'ai jamais détesté. Je détestais que tu sois meilleur que moi. Plus gentil, plus vrai. Les gens t'aimaient pour qui tu étais. Moi, ils ne m'aimaient que parce qu'ils avaient peur de ne pas le faire. » Son aveu est resté suspendu entre nous. Je l'ai aidé à faire l'étirement final, regardant son visage se tordre sous l'effet de la douleur provoquée par la tension des cicatrices. 2 semaines avant la remise des diplômes, tout a explosé. Ma sœur allait mieux. Elle gardait la tête baissée, essayait juste de passer inaperçue. Puis quelqu'un a publié les captures d'écran en ligne, tous les messages qu'elle avait envoyés sur moi au fil des années, les photos de mes bleus, tout. Le post est devenu viral dans la communauté scolaire. Des parents ont commencé à demander son expulsion. Le proviseur a dû organiser une assemblée d'urgence sur le cyberharcèlement. Ça n'a rien changé. Les dégâts étaient faits. Ma sœur n'est pas rentrée ce soir-là. Mes parents ont appelé la police à minuit. J'ai pris la voiture pour la chercher, vérifiant tous les endroits où je pensais qu'elle pourrait être. Le parc où on jouait enfant, la plage où on faisait des pique-niques en famille. J'ai trouvé sa voiture au vieux pont ferroviaire à la sortie de la ville. Elle était assise sur le capot, les jambes dans le vide. La chute n'était pas mortelle, mais elle ferait mal. Et on savait tous les deux ce que c'était, la douleur. « Ne fais pas ça », ai-je dit, en m'approchant doucement. « Je n'allais pas sauter », a-t-elle répondu. J'avais juste besoin de réfléchir. Je me suis assis à côté d'elle. On est resté là 1 heure, sans parler, juste à exister entre ce qui avait été et ce qui aurait pu être. « Je suis désolée », a-t-elle fini par dire. « Pour tout. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin que tu saches que je regrette. Je sais, ai-je dit. Et c'était vrai. Son excuse n'effaçait ni les cicatrices physiques, ni celles dans ma tête. Mais c'était un début. On est rentrés séparément. Nos parents nous attendaient, avec 2 agents de police. Il y avait un protocole pour les personnes disparues, même celles qui reviennent. Plus de rapports, plus de paperasse. Catherine a arrangé un programme pour que ma sœur termine l'école à domicile. Le proviseur avait donné son accord. C'était mieux pour tout le monde. Elle aurait son diplôme, mais ne participerait pas à la cérémonie. Une conséquence de plus de cette nuit-là avec le fer à lycée. La maison avait une autre ambiance avec elle présente toute la journée. Plus calme, malgré sa présence. Elle passait la plupart de son temps dans sa chambre, à faire ses devoirs et suivre ses sessions de gestion de la colère en ligne. Je passais la voir entre mes cours et les entraînements. Parfois, je la trouvais en train de faire ses exercices de kiné sans que personne ne lui dise. D'autres fois, elle restait plantée devant le miroir, les doigts effleurant ses cicatrices. Le mariage de nos parents tenait à un fil. Ils avaient de commencer une thérapie de couple, en plus de tout le reste. Certains soirs, papa dormait encore sur le canapé. Maman avait arrêté de cuisiner des repas sophistiqués. On vivait de plats à emporter ou surgelés.
Nicolas m'a pris à part un jour lors d'une de ses visites. « Comment tu vis tout ça ? Ça va ?» ai-je répondu par réflexe. « C'est normal si ce n'est pas le cas, » a-t-il dit. « Tu as vécu un traumatisme important. Tes émotions comptent aussi. » Mais je ne savais pas comment expliquer cette culpabilité, comme une pierre dans mon ventre. Si je ne m'étais pas baissé ce soir-là, rien de tout ça ne serait arrivé. Ma sœur aurait eu sa remise de diplôme normalement. Mes parents seraient encore heureux. Notre famille ne vivrait pas sous surveillance. Une partie de moi savait que ce n'était pas ma faute. Elle avait essayé de me frapper avec un fer à lycée brûlant. Se baisser était un réflexe, mais ça ne rendait pas la culpabilité moins présente. La saison de basket s'est terminée avec nous au régional. J'ai joué mon pire match. Impossible de me concentrer. Je pensais à ma sœur, seule à la maison, pendant que tout le monde fêtait la victoire. On a perdu de 12 points. Après le match, le coach m'a trouvé dans les vestiaires. « Tu portes beaucoup sur tes épaules », m'a-t-il dit. « Mais tu ne peux pas porter les conséquences des autres. Chacun doit faire face à ses actes. » Il avait raison, mais ça ne rendait pas plus facile de la voir souffrir. La fille qui m'avait torturé pendant des années était devenue celle pour qui je m'inquiétais chaque jour. L'ironie ne m'échappait pas. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, avec une chaleur inhabituelle pour un mois de mai. J'ai mis ma toge et ma casquette, essayant de me réjouir de cette étape. Mes parents sont venus séparément, assis chacun de leur côté dans l'auditorium. Ma sœur, elle, est restée à la maison. En traversant la scène, j'ai pensé à elle, enfermée dans sa chambre, regardant les stories Instagram de ses camarades. Une part de moi voulait zapper les fêtes et rentrer, mais Nicolas avait été clair. Je devais aussi vivre ma propre vie, mes propres moments. Alors je suis allé à la fête chez Jake, j'ai essayé de faire bonne figure. Mais quand quelqu'un a lancé une blague sur les sœurs dérangées, j'ai quitté la soirée. Je me suis retrouvé en voiture, toujours en tenue de diplômé. Ma sœur était dans le jardin, en train de planter des fleurs dans ce qui restait du potager de maman. La kiné avait recommandé le jardinage pour travailler sa mobilité cervicale. Elle a levé la tête en entendant le portail. « Tu ne devrais pas être en train de fêter ça ? J'avais envie de jardiner, ai-je répondu en prenant une petite pelle. On a travaillé en silence, plantant des œillets d'Inde et des pétunias. Le soleil tapait fort, faisant briller ses cicatrices avec la sueur. Quand on a terminé, on était couverts de terre, éreintés. « Merci », a-t-elle dit simplement. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, on a dîné en famille sans surveillance. Papa était rentré plus tôt. Maman avait cuisiné pour de vrai. On était à nos places habituelles. La chaise vide où s'asseyait toujours Nicolas paraissait plus bruyante que sa présence. J'ai été accepté à l'université d'État, ai-je annoncé. Bourse complète grâce au basket. Je gardais cette nouvelle depuis des semaines. Mes parents ont souri, pour la première fois sincèrement depuis longtemps. Même ma sœur avait l'air contente, même si quelque chose est passé dans son regard. « C'est incroyable », a-t-elle dit. « Tu le mérites vraiment. » Après le dîner, elle a frappé à ma porte. « Je peux te demander quelque chose ?» Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon lit, tirant sur un fil de ma couverture. « Tu crois qu'on redeviendra un jour une famille normale ?» a-t-elle demandé. Je veux dire, nous tous. J'ai pensé à mentir, lui donner un peu d'espoir. Mais on avait dépassé le stade des beaux mensonges. Je ne sais pas, ai-je répondu franchement. Mais peut-être qu'on peut devenir autre chose. Peut-être quelque chose de mieux. Elle a hoché la tête, comprenant. On n'aurait jamais la relation qu'on aurait pu avoir. Trop de blessures, trop d'histoires. Mais peut-être qu'on pouvait reconstruire quelque chose sur les ruines. Catherine est venue une dernière fois. La semaine suivante, la période officielle de supervision prenait fin. On avait rempli toutes les obligations imposées par le tribunal. L'enquête avait été clôturée sans aucune poursuite pénale. Seulement des thérapies obligatoires et un suivi. « Vous avez tous fait d'énormes progrès », a dit Catherine. « Mais le vrai travail commence maintenant. Sans surveillance, sans obligation. Juste vous, en tant que famille, à chercher comment avancer. »